En Vendée, la maison républicaine a vacillé à plus d'un titre aux européennes. D'abord le chiffre du Rassemblement national, 32% des voix dans le département, 30% au Sables-d'Olonne. C'est bien mieux que la droite traditionnelle Renaissance Modem et surtout le Parti des Républicains qui n'a pas atteint les 10%. S'en est suivi une déflagration dans ce parti entre dirigeants. Éric Ciotti, son président, a annoncé faire allégeance et alliance avec le RN. D'où la condamnation par ses pairs, à commencer par le Vendéen Bruno Retailleau, le président des Républicains au Sénat, opposé à tout marchandage. Dans les faits, en Vendée, l'union de l'extrême droite Ciotti-Le Pen se traduit par un candidat commun dans 2 des 5 circonscriptions, tandis que les Républicains dits de Vendée maintiennent les leurs. Seul cas à part, la 4e circonscription, où il ne se lance pas face à la députée d'hiver droite Véronique Besse. L'ancienne maire des Herbiers qui, comme en 2022, a refusé tout accord. Elle se présente à nouveau comme indépendante et sans étiquette, un cas rare sur les bancs de l'Assemblée. En Vendée, l'ensemble des députés sortants de la majorité présidentielle va donc se représenter pour un nouveau mandat. En face, les gauches s'avancent unies sous la bannière du nouveau Front populaire. Aux européennes, leurs listes respectives n'ont drainé que 25% des voix, mais la mobilisation est visible dans le sud Vendée, comme à Fontenay-le-Comte, où plusieurs rassemblements contre l'extrême droite se sont succédés depuis le 9 juin. Voilà, et place donc au dernier débat de cette soirée. Bonsoir Jeanne Hutin. Bonsoir Maxime. Journaliste chef de la rédaction de l'Ouest France en Vendée. On va s'intéresser donc ensemble à la 5e circonscription. C'est le sud du département. C'est le sud du département, une circonscription avec 110 000 habitants environ, 87 communes. C'est la circonscription qui compte le plus de villes et de villages en Vendée. Les communes les plus importantes vont être Fontenay-le-Comte et Luçon dans cette circonscription, qui est plutôt rurale et dont 85% des habitants utilisent leur véhicule chaque jour pour aller travailler. C'est aussi un territoire industriel avec une dominante d'ouvriers, mais aussi beaucoup d'agriculteurs. Donc, contrairement au reste du département, c'est une circonscription aussi où la population n'augmente pas, elle a plus tendance à stagner et le taux de chômage y est, par contre, comme dans tout le département, particulièrement faible. Faible comme ailleurs en Vendée. 3 candidats sur notre plateau ce soir. Bonsoir Pierre Henriet. Bonsoir. Député sortant de la majorité présidentielle pour le parti Horizon. Vous étiez prof de maths et vous êtes devenu le plus jeune député de France en 2017, confortablement réélu en 2022 avec 61% des voix face à la candidate du Rassemblement national. En face de vous, le Rassemblement national, justement avec vous, Stéphane Buffetot, adjoint au maire d'Apremont dans le nord du département. Vous avez été député européen sur la liste de Philippe Devilliers. Vous êtes retraité, vous étiez dirigeant d'une entreprise de logement social. Et enfin, Pierre-Hugues Fourage, du Parti socialiste investi donc par le nouveau Front populaire. C'est votre première candidature. Vous êtes aussi enseignant. Vous avez été assistant parlementaire de votre père, qui est bien connu dans la circonscription. Il a été maire de Fontenay-le-Comte, socialiste également. Il a été député de cette 5e circonscription. Tout à fait. Hugues Donc Fourage. vous comptez reprendre le flambeau familial. On va jeter un œil aux autres candidats de cette circonscription. Sonia Letex pour Debout la France, Béatrice Ruot pour Lutte ouvrière et Marius Galland pour Les Républicains, soutenu notamment par Bruno Retailleau. Pierre-Hugues Fourage, vous prenez donc la succession de votre père comme candidat de la gauche dans le sud Vendée. On entend très souvent les électeurs dire, notamment le Rassemblement national, on ne l'a jamais essayé. Vous qui êtes donc le fils de votre père, en quoi vous pouvez incarner le renouveau politique sur cette circonscription ? Tout d'abord, je ne pense pas prendre la succession de mon père. Je sais que Pierre Henriet est très jeune, mais a priori, s'il doit y avoir un successeur du député, c'est celui du député sortant de la majorité présidentielle. Par rapport à votre question, effectivement, il y a besoin d'une candidature d'alternative. On a la candidature de M. Henriet, député Macron, qui est la candidature de la fracture sociale, de la fracture territoriale. Et on a la candidature de M. Buffetot, qui est finalement la candidature de l'exclusion d'une partie de notre société. Et en ça, c'est le sens de ma candidature, c'est présenter une alternative crédible avec un projet étayé. Pierre-Hugues Fourage, vous parlez donc d'un candidat macroniste. Pierre Henriet, vous avez pourtant quitté le parti d'Emmanuel Macron en début d'année pour rejoindre Horizon, donc le mouvement d'Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre estime que la majorité présidentielle n'existe plus. Est-ce que vous assumez toujours cette étiquette de candidat macroniste ? Écoutez, moi aujourd'hui je suis sous la bannière Horizon et mon engagement est à Horizon depuis maintenant effectivement un certain temps. Donc je suis purement et simplement candidat Horizon, mais surtout un candidat libre de vote, comme j'ai pu le faire pendant 7 ans.
parce que j'estime que, notamment, vous l'avez décrit, dans un territoire rural, on doit surtout aussi prendre appui sur les besoins des territoires, du territoire en particulier ici du sud Vendée. Il n'y aura plus de majorité présidentielle après cette élection législative pour vous? Ça ne dépendra pas de moi, ça dépendra de l'ensemble des vous électeurs. Siégerez où avec Horizon, mais est-ce que vous travaillerez toujours en soutien de la politique d'Emmanuel Macron si vous êtes élu? Effectivement, ça dépendra surtout de la composition du Parlement, qui sera en mesure d'avoir une majorité, qu'elle soit absolue ou relative. Ça, c'est plutôt à vous de nous le dire au vu des analyses que vous pouvez y faire. En tout cas, Édouard Philippe a bien pris ses distances avec Emmanuel Macron. On l'aura tous noté. Excusez-moi juste un moment. Les votes de M. Henriet sont quand même à 95% en accord avec celle de la politique gouvernementale. Donc j'entends qu'aujourd'hui, il aille dans le sens de ses intérêts. Mais à un moment, il faut aussi être cohérent. Vous avez eu 3 étiquettes en 7 ans. Il faut assumer vos choix, M. Henriet. Vous ne pouvez pas vous désolidariser. Vous posiez avec M. Macron il y a quelques semaines. Quelques mois, pardon. J'ai jamais dit que je me désolidarisais. Simplement, j'ai un état d'esprit qui n'est pas le même. J'ai d'ailleurs dit pourquoi je rejoignais en début d'année Horizon. Je pense qu'aujourd'hui, la politique est trop parisienne, pas assez tournée vers les besoins des territoires. Et c'est en ce sens que j'ai rejoint, il y a quelques temps maintenant, Horizon. Les territoires, parlons-en avec vous, Stéphane Buffenot, parce que vous venez d'Apremont, donc dans le nord de la circonscription. Certains y voient un parachutage à l'intérieur même de la Vendée. C'est assez. Est-ce que c'est pas compliqué de faire campagne sur un territoire que vous connaissez peut-être un peu moins bien? Je suis vendéen. Et c'est pareil le nord, le sud? Il y a des différences. Ah oui. Mais c'est assez amusant qu'à l'heure de la mondialisation, on se pose des questions pour savoir si on est à 50 km du chef-lieu ou à 10 c'est la km défense du de notre chef-lieu. Ça territoire, change les choses. Dites-le, mais cela citoyens, étant, moi, M. Fourage a dit que j'étais le candidat de l'exclusion. Ça me fait honnêtement assez sourire. Je suis effectivement investi par le Rassemblement national, mais je suis candidat d'Union. Je suis vice-président du Centre national des indépendants et paysans. Je suis soutenu par VIA, les démocrates chrétiens. J'ai personne de reconquête contre moi. J'ai personne. Alors même que vous avez été donc député européen avec Philippe de Villiers. Avec Philippe de Villiers. Les partisans de Philippe de Villiers, ils sont beaucoup partis chez Reconquête. Vous êtes au Rassemblement national? Moi, je suis au Rassemblement national et au Centre national des indépendants et paysans. Il n'y a pas de candidat Reconquête en Vendée. Ce qui m'amuse beaucoup quand même, c'est les pseudo-indignations de l'extrême gauche. Parce que quand on voit quel régime l'extrême gauche, depuis 70 ans, Lutte ouvrière n'est pas là aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, c'est assez drôle. Et même la gauche morale ou intellectuelle. Moi, je me souviens que vos collègues du Monde avaient titré en première, quand Pol Pot a pris Phnom Penh, la ville est libérée. Donc, bon, et aujourd'hui... On va revenir en Vendée, et aujourd'hui, nos adversaires de l'extrême gauche soutiennent le Hamas, refusent de reconnaître que c'est un parti terroriste, et ont importé sur la qualification d'extrême gauche. Ont importé en France le conflit israélo-palestinien. Je connais bien la région d'ailleurs là-bas. Et de surcroît, on fait renaître l'antisémitisme qui avait disparu. Alors, franchement, les indignations morales de l'extrême gauche... là-dessus sur les accusations d'antisémitisme qui sont des accusations graves. Mais l'antisémitisme, ce n'est pas l'ADN de la gauche. L'ADN de la gauche, c'est la lutte contre la xénophobie. Par laquelle? C'est la lutte. Par laquelle, oui. Oui, mais ce n'est pas la gauche à laquelle j'appartiens. Le nouveau Front populaire n'est pas l'extrême gauche dans cette élection. L'extrême gauche, c'est éventuellement quand même avec ouvrière, qui est aussi sous la bannière Nouveau Front populaire. Écoutez, je pense qu'il y a eu d'autres. La France Insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche pour vous. Il y a eu d'autres périodes de gauche plurielle après des cohabitations et des gauches plurielles qui ont su mener le pays vers moins de déficit, ce qui n'est pas le cas de votre majorité. Allez, je crois qu'on peut refermer là la page véritablement politique, parce qu'il y a des choses qui intéressent peut-être un peu plus nos téléspectateurs, c'est la vie quotidienne, et notamment ce premier défi, celui de l'attractivité du territoire. Jeanne. Oui, l'attractivité économique d'abord, donc on est dans une circonscription où le niveau de vie médian est plus faible que la moyenne nationale. Le taux de pauvreté, lui, est à 12%, c'est 4 points supérieur au reste du département. Le taux de chômage, encore une fois, y est particulièrement faible, il tourne autour de 5%, comme dans le reste du département. Et justement, on est donc allé voir hier à Fontenay-le-Comte une réunion de candidats, vous y étiez d'ailleurs les uns les autres, interrogés par des chefs d'entreprise qui étaient plutôt inquiets face à cette période d'incertitude politique. On va écouter la vice-présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises en Vendée.
On est dans une circonscription qui a vécu une période économique difficile ces dernières années, avec la fermeture de plusieurs fleurons industriels. Et donc aujourd'hui, on reprend vie. Et pour nous, l'enjeu de ces élections, c'est aussi comment demain développer le territoire de Fontenay-le-Comte. Comme partout, hein, on est tous très inquiets. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment demain développer notre territoire, comment réattirer une nouvelle population, comment développer nos entreprises et nos industries, comment aussi développer tout ce qui peut être les infrastructures routières, bref, désenclaver le Sud-Vendée. Voilà, désenclaver le Sud-Vendée, on connaît l'expression déjà depuis un moment. Avant d'y revenir, je voulais faire un point avec vous sur les mesures ou l'absence de mesures dans l'ensemble de vos programmes à destination des petites entreprises. Les termes réindustrialisation, productivité, compétitivité, innovation sont quasiment absents de vos programmes. Ils ont disparu. Qu'est-ce que vous dites à ces chefs d'entreprise, de PME, Pierre Henriet? D'abord, vous n'avez pas dû bien lire l'ensemble je l'ai lu attentivement. des programmes. Et il y a eu plusieurs éditions. Vous avez sûrement eu les circulaires, mais pas l'ensemble des documents qui ont été envoyés à nos concitoyens. Moi, je travaille beaucoup sur le sujet de la réindustrialisation au sein de l'Office scientifique et technologique, parce qu'on le sait, c'est par le biais des nouvelles technologies aussi qu'on arrive à avoir des fleurons industriels qui vont jusqu'à des entreprises sud-vendéennes. C'est le cas par exemple de Bouy, dans une petite commune du Sud-Vendée, une commune de 300-400 habitants et qui a 300 salariés dans une entreprise. Tout va bien alors ? On a un tissu PME qu'il faut continuer évidemment à encourager. Comment ? Encourager fiscalement d'abord, parce que la compétitivité internationale, évidemment, elle concerne aussi les entreprises du Sud-Vendée. C'est d'ailleurs l'écho qu'on a pu avoir lors du débat hier avec eux. Et puis continuer aussi à soutenir leurs projets. Moi, je suis évidemment mobilisé à leur côté. Il y a eu le cadre notamment du plan de relance qui a permis à un certain nombre d'entreprises de Fontenay, dont Madame Rotureau, mais aussi de Luçon et l'ensemble du secteur de la Châtaigneraie, de pouvoir investir pour qu'ils aient plus de marge de manœuvre pour recruter, pour employer. Et le taux d'emploi est le plus élevé depuis 15 ans dans le Sud-Vendée. Et donc ça, je m'en félicite et je souhaite véritablement qu'on continue cette dynamique économique et qu'on ne puisse pas étrangler à nouveau nos entreprises de fiscalité qui seraient lourdes de conséquences, notamment du point de vue social. Stéphane Buffetot, vous qui êtes ancien chef d'entreprise, on a noté que le MEDEF notamment a eu des mots très durs sur le programme économique du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous dites aux chefs d'entreprise ? Si vous regardez l'Institut Montaigne, il a eu des mots très durs sur tous les programmes économiques. Il estime que ça creuserait le déficit de 100 milliards d'euros, le programme du Rassemblement national, l'Institut Montaigne. Quand même que c'est pas les chefs d'entreprise, même si j'ai beaucoup d'estime pour les chefs d'entreprise, c'est pas les chefs d'entreprise qui gouvernent la France. Et donc, en revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que la richesse est créée par les entreprises. Et que d'ailleurs, dans le programme de Jordan Bardella, il l'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs, il y a cette volonté de recréer les conditions de la création de richesse. C'est pour ça qu'il veut un audit des finances publiques pour voir où part l'argent. On a un des États les plus chers d'Europe. On était passé devant le Danemark, on est redevenu... C'est-à-dire un État les plus chers d'Europe ? Les prélèvements obligatoires sur le produit intérieur brut. Bon. Et donc, les gens se demandent, et les chefs d'entreprise aussi se demandent, en moyenne, on a 6 points de prélèvements obligatoires de plus que la moyenne de l'Union européenne. Donc il faut baisser les charges ? Et bien entendu. Et il faut libérer les énergies, notamment pour les PME, parce que les PME, c'est celles qui irriguent le territoire, et c'est elles qui sont les plus pourvoyeuses d'emplois. On le sait très bien. Et donc, il faut surtout, et quand vous interrogez les chefs d'entreprise, ils vous disent énormément, arrêtez de nous accabler de normes. Arrêtez le boulot d'un chef d'entreprise, c'est d'aller chercher des clients, de produire, de vendre, de faire des bénéfices pour pouvoir payer ses salariés, investir. Moins de charges et moins de normes, on vous a bien compris. Moins de normes qui s'accumulent les unes par-dessus les autres, avec les normes européennes en plus. Pierre-Hugues Fourage, vous, c'est plutôt sur le crédit, libérer le crédit, qui peut permettre de soutenir les PME, c'est en tout cas dans le programme du nouveau Fonds populaire. Effectivement, mais je pense que le programme du nouveau Fonds populaire, il est aussi sur l'accompagnement de nos territoires et donner des infrastructures. Et là, ce que l'on peut constater dans le Sud-Vendée, si effectivement il y a une poursuite du quinquennat Hollande sur les quinquennats Macron, des crédits impôts compétitivité, puisque M. Henriet citait le cas de l'entreprise de M. Bouy à Saint-Hilaire-de-Vousse. Effectivement, je la connais bien cette entreprise, je l'ai accompagnée quand j'étais attaché parlementaire. Mais qu'est-ce que nous disent les chefs d'entreprise aujourd'hui ? Ils nous disent deux choses. On a besoin d'infrastructures. Elle fait quoi cette entreprise, pardon ?
C'est par rapport aux éoliennes, cette entreprise. Non, c'est un fleuron pour Thales, Dassault, notamment sur toute la partie. Alors, quand je l'accompagnais sur haute technologie, merci pour la précision. Oui, qu'est-ce qu'ils nous disent les chefs d'entreprise aujourd'hui? Ils nous disent deux choses. On a besoin d'infrastructures, et là, depuis 7 ans, Monsieur Henriet, vous avez failli. Vous nous avez promis des infrastructures de désenclavement routier, on ne l'a pas vu. Vous nous avez promis que vous. Enfin, c'est pas le rôle du député, c'est le rôle du département, de la région. Vous vouliez défendre des territoires. Vous êtes en train de noyer le débat. Non, Monsieur Henriet, tout à l'heure, vous vouliez défendre des territoires et vous justifiez votre appartenance à Horizon sur défendre des territoires. Ah bah oui. Le ferroviaire, vous l'avez abandonné. Mais chacun dans son rôle. Le ferroviaire, vous l'avez abandonné. La prison, vous l'avez abandonné. On meurt d'infrastructures. La deuxième chose, et j'en terminerai par là, il y a la question du logement. Et là, il faut une politique volontariste. C'est aussi dans le programme du nouveau Front populaire. Il faut accompagner la rénovation des logements et il faut faciliter l'accession au logement. C'est ce que nous ont dit les chefs d'entreprise hier. Alors, et moi, je les ai entendus. Très rapidement. Je crois honnêtement que M. Forage se trompe un peu d'élection. Ce n'est pas une élection cantonale ni une élection régionale. Le problème du désenclavement du Sud vers La Rochelle, il y a eu des paroles de l'État sur le ferroviaire, M. Buffetot. C'est le département et le département. Et ce sera un autre débat pour une autre élection. On parlait de logement. Un des autres thèmes importants dans cette campagne, c'est évidemment celui de la santé, notamment très important, l'accès aux soins dans le sud du département. Très important, surtout que la Vendée est un des plus grands déserts médicaux de France, le 4e département sur 96, juste devant la Mayenne, donc selon la dernière étude de l'INSEE. Et le sud Vendée compte à peine plus de 6 médecins pour 10 000 habitants. Alors justement, on est allé vous demander, à vous qui habitez sur ce territoire, quelles sont vos difficultés en matière d'accès aux soins. Écoutez. J'ai mis 1 an et demi pour avoir un médecin, par chance, à Luçon, à nouveau. Mais sinon, c'est très compliqué. Il faut aller à La Rochelle ou à La Roche-sur-Yon. Enfin voilà, quoi. C'est très, très compliqué. Il faut attendre des semaines et des semaines pour avoir un rendez-vous, pour un spécialiste, pour faire une radio, une échographie. Vous, de votre côté, vous en avez un médecin traitant, ça va? Pas traitant, mais il y en a un que j'arrive à voir assez souvent, mais c'est pas... Moi j'en ai un, mais il faut que je fasse 40 minutes de route. C'est du côté du sud Vendée, côté Fontenay, quoi. Donc ça fait de la route, ouais. Un peu abandonné, parce que j'ai problème, un ergologue, même que je fais des allergies, je suis en attente, quoi. J'ai rien. Il faut attendre plus d'1 an. Puis tu as un dermatologue. Mais il n'y en a plus. Il ne faut pas que je tombe malade, qu'il ne faut pas que mes enfants tombent malades, sinon c'est compliqué. Voilà, terrible constat à entendre de ces habitants. C'est pas le cas. C'est le cas évidemment aussi dans d'autres territoires, mais particulièrement en Sud-Vendée. Qu'est-ce que ça vous évoque ces témoignages, Stéphane Buffetot? On paie les conséquences d'une gestion technocratique de la question de la santé. L'origine du manque de médecins, c'est le blocage du numerus clausus, ce qui fait qu'aujourd'hui, les médecins ont en moyenne 51 ans. C'est-à-dire que dans 15 ans, ils seront à la retraite. Bon. Ça, c'est... Après, il y a des problèmes particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On sollicite les médecins à la retraite? Oui, c'est un des points l'idée, solliciter les médecins à la retraite. Je crois que ça existe déjà. Oui, mais leur proposer effectivement une exonération de l'IRPP sur les actes qu'ils font. Ce matin, je vais donner un exemple. Alors, juste la Cour des comptes a dit un avis intéressant là-dessus. Sur les aides financières à l'installation, elle considère qu'elles ont un effet très réduit, même si leur montant peut être parfois élevé. Est-ce que ce n'est pas de l'argent gaspillé d'inciter financièrement les médecins à s'installer? Ou bien on ne fait rien, ou bien on essaye de faire quelque chose. Ce matin, aux urgences de Fontenay-le-Comte, il y avait 18 patients qui étaient aux urgences, parce que derrière, dans les services, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait personne pour les accueillir. Et la réalité, c'est qu'on a un problème. Il manque 10 médecins, a priori, à Fontenay, selon les syndicats. A priori, le problème pour l'hôpital, puisque vous savez, en fait, l'hôpital, il est à La Roche-sur-Yon, et après, en gros, c'est des antennes ou des filiales. Alors, il y a une mesure qui est proposée par le nouveau Front populaire, c'est d'obliger les médecins à s'installer en zone tendue. Est-ce aujourd'hui une solution? C'est la répartition des médecins, et je regrette que le candidat du Rassemblement national ne veuille pas l'inscrire dans sa politique, et je regrette que M. Henriet, qui a communiqué sur la question, ne l'ait pas voté à l'Assemblée nationale. Non, vous ne l'avez pas voté. Vous avez défendu la proposition de loi transpartisane. Non, vous avez allez voir l'article du Monde, vous êtes noté absent, je vous le prouve par A plus B. Vous avez la proposition de loi que vous l'avez co-signée. En revanche, votre groupe... Il y a eu vous ne l'avez en pas 2019, voté, M. Henriet. En 2021, en 2022, vous voyez, plein d'occasions pour le pourquoi votre groupe ne l'a pas voté alors? En juin 2023, votre groupe ne l'a pas voté, vous étiez absent. Assumez, M. Henriet. Ah non, assumez. complètement arrêté. Vous avez voté, vous étiez présent au vote?
Mais bien sûr, j'étais présent, et non seulement j'étais présent... Chacun vérifiera. En tout cas, vous aviez signé la proposition. Votre groupe vous a pas suivi, pourquoi? Je tiens Mais parce que, en fonction des territoires, je pense que l'approche du sujet de l'encadrement de l'installation des médecins n'est pas la même. Mais effectivement, je pense que d'ailleurs, c'est vraiment un sujet transpartisan et qui n'est pas une question de groupe, parce que vous le voyez, dans l'ensemble des groupes de l'hémicycle, des parlementaires se sont mobilisés ensemble pour travailler sur la question, et c'était mon cas. Donc, je pense vous êtes déçu que ça n'ait pas abouti? Ah bien sûr, je suis très déçu, et je suis notamment déçu de la position du Rassemblement national. Et convaincre votre groupe? Mais il faut continuer à convaincre, c'est le but quand on est en politique, c'est de continuer à convaincre ses électeurs, mais aussi convaincre effectivement ses collègues dans l'hémicycle. Je pense que c'est pas la seule solution, parce que ça c'est un totem. Il y a d'autres solutions, et d'ailleurs des solutions qui ont déjà été mises en place sur le secteur de Fontenay et de Luçon, sur les hôpitaux notamment, en travaillant avec les professionnels libéraux, avec les obliger à prendre des permanences de soins, notamment. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, on a été le territoire. Réduisez les moyens des hôpitaux. Et on a été le premier territoire expérimental sur les secteurs de Fontenay et Luçon à le mettre en place dès 2021, et ça fonctionne bien pour effectivement les personnes qui sont sans médecin traitant. Donc c'est aussi une autre manière de voir les choses. Comment on fait confiance davantage à l'ensemble des professionnels de santé, aux pharmaciens, aux infirmiers, en leur donnant plus de compétences pour des consultations, on va dire, plus bénignes. Je vous interromps, Pierre Henriet, parce que vous êtes un petit peu en avance en termes de temps de parole, et on voulait vous soumettre une liste de questions sur d'autres thématiques, mais qui font aussi cette campagne. Je vais vous demander, nous allons vous demander de vous y répondre pour ou contre, et de manière très rapide, s'il vous plaît. La première question. La première question, on va commencer avec le blocage des prix des produits alimentaires de première nécessité. Pierre-Hugues Fourage, pour ou contre? Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut revoir ça par le salaire et pas forcément par le prix. Vous ne voulez pas bloquer les prix des produits de première nécessité? Il faut bloquer certains prix, mais c'est avant tout par le pouvoir d'achat et par la rémunération du travail qu'il faut agir. D'accord, c'était une des mesures phares du nouveau Fonds populaire. Alors, il y a pardon. Mais Très bien, non mais votre position est assez claire. Sur cette question du blocage des prix? Et contre, enfin, on est dans une économie de marché, et c'est pas l'État qui fixe les prix, donc je veux dire, c'est même pas une mesure réaliste. Et en ce moment, effectivement, on entend beaucoup de mesures un peu farfelues. Irréaliste, Stéphane Buffetot. Irréaliste, je suis totalement contre, parce que ça aura d'ailleurs l'effet exactement inverse à terme. Très bien. Deuxième question sur le rétablissement de l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui a été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. Faut-il rétablir l'ISF, Stéphane Buffetot? Nous ne sommes pas favorables à l'établissement de l'ISF, mais à la création d'un impôt sur la fortune financière. Très bien. Retour de l'ISF? Évidemment, c'est dans le programme. Évidemment, c'est dans le programme de la gauche. Contre, parce que j'ai voté effectivement la transformation sur l'impôt sur la fortune immobilière. Et d'ailleurs, on a vu qu'en baissant cette fiscalité, et ben finalement, on a quand même réussi à avoir plus de recettes. C'est quasiment la fin de cette émission. On veut quand même vous laisser la parole, évidemment, pour la conclure. Vous avez 30 secondes chacun. Le tirage au sort, Stéphane Buffetot vous a désigné. Pardon, vous avez 30 secondes. Très bien. Ben, moi, je voudrais dire aux électeurs de la circonscription que je ne suis pas candidat par ambition ou pour faire carrière. C'est pas du tout ça. Je suis là pour servir, car je pense que la politique, c'est un service. Et j'aimerais bien que revienne dans le langage politique, dans le langage des hommes politiques, et même dans le cœur des hommes politiques, deux beaux mots de la langue française, le devoir et l'honneur. S'ils m'élisent, j'aurai le devoir de les servir, et ça sera un honneur de les servir la Vendée qui est ma terre, et la France qui est ma patrie. Très bien. Pierre Henriet, c'est à vous, vous avez 30 secondes pour conclure. Écoutez, je suis en tout cas candidat à ma réélection parce que j'ai l'expérience du territoire. Je suis né et je vis depuis toujours dans le sud Vendée. Donc j'ai évidemment cheville au corps l'envie de continuer à servir l'ensemble de mes concitoyens. Ça passe évidemment par de la proximité, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Nous sommes sur une circonscription de 87 communes, des communes rurales. Et je pense que dans le magma qu'on connaît aujourd'hui, il faudra des parlementaires qui sachent prendre de la hauteur sur l'ensemble des enjeux nationaux pour vraiment avoir des besoins qui correspondent à nos territoires ruraux. Merci beaucoup Pierre Henriet, Pierre-Hugues Fourage. Oui, je suis sud-vendéen, je suis un enfant de la ruralité et j'aime mon territoire. Le rôle du député, c'est aussi le rôle d'un élu local parfois. J'ai un engagement, c'est celui de la justice fiscale, de la justice sociale, de manière à pouvoir ramener des moyens dans le service public et notamment ceux de la santé, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai un autre engagement auprès du Sud-Vendée, c'est celui de soutenir, de protéger, d'accompagner les différents acteurs. On a les élus locaux et le rôle du député, c'est d'être une courroie de transmission pour leurs projets. Ils font vivre la ruralité.
Vous avez encore quelques secondes. Pardon. Les chefs d'entreprise, les associations et surtout, je veux faire revivre notre démocratie et je veux protéger nos valeurs. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci Jeanne. C'est un plaisir de l'animer à tes côtés. C'est donc la fin de cette soirée de débat sur France 3 Pays de la Loire. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous évidemment dans toutes nos éditions régionales et dimanche soir pour la grande soirée du premier tour à suivre dès 20h sur France 3 Pays de la Loire pour tous les résultats, toutes les analyses au plus près de chez vous. Passez une très très bonne soirée sur le service public.